tous. Donc, vidéo numéro 55. Alors, dans le générique, il n'y a pas l'erreur commise au générique précédent où j'ai remplacé Hervé Carès par Daniel Arnaud. C'est un petit problème de copier-coller. Donc, vidéo numéro 55, il y en aura une 56, je pense, dans le courant du week-end. Vous êtes très gâtés. Cette vidéo 55, c'est l'interview, l'entretien que nous avons eu avec Michel Collomb, qui a fait un formidable travail au travers de la structure qu'il dirige, qui s'appelle Investigation, par la publication d'un ouvrage que j'invite tout le monde à acquérir parce que c'est un outil d'abord d'appréhension du réel, c'est un outil de réflexion, puis c'est un outil pour la discussion. C'est-à-dire que autour de vous, vous pourrez expliquer sur la base des éléments qu'il fournit, expliquer le pourquoi du caractère condamnable, parce que je pèse mes mots, de la position américaine dans ce conflit, position américaine que malheureusement notre pays soutient et qui consiste à faire la guerre à la Russie par l'Ukraine interposée en laissant la jeunesse de ce pays, enfin jeunesse c'est plus hétérogène parce qu'on envoie au front désormais des personnes âgées, enfin âgées, qui ne sont pas normalement en âge de combattre, on les envoie se faire massacrer. Euh, sur l'ambiance générale, incontestablement, en Occident, on commence à mesurer que la défaite se profile. Quand je dis défaite, ce sera celle de l'Ukraine, mais aussi celle de l'Occident, et que par conséquent, il va falloir trouver des solutions pour l'assumer, pour l'annoncer et pour la traiter. Alors, petite chose amusante, et on va terminer cette petite introduction par ça, c'est l'attitude de nos médias. J'ai vu une vidéo où Madame Martichoux faisait part de sa stupéfaction. Il y a eu un article du New York Times disant que la Russie était désormais le premier pays en matière d'industrie militaire. Hein, c'est-à-dire que les âneries du colonel Goyafi, les imbécilités de M. Titelman, euh, les ricanements de Yakovlev, les mensonges de Jean-Dominique Merchet ou de Quatremer, sans compter bien évidemment les calembredaines avancées par Rochebain ou Pujadas, tout ça, ça n'était rien que des menteries, ça n'était rien que des rodomontades, et aujourd'hui, bah, ils se demandent comment est-ce qu'ils vont pouvoir assumer cela. Alors, je vous invite tous à conserver toutes les captures d'écran. Parce que à la fin de la foire, on comptera les bouses, hein, et ça risque à ce moment-là d'être amusant. Je parle de notre pays. Je ne parle pas malheureusement de la situation de l'Ukraine et des Ukrainiens qui sont aujourd'hui encore plongés dans la tragédie et qui auront beaucoup, beaucoup de mal à se remettre, s'ils arrivent à se remettre d'ailleurs, de ce qui vient de leur arriver, où leur responsabilité est quand même lourdement engagée à eux aussi. Voilà, eh bien écoutez, bon entretien avec l'ami Michel Collomb. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous nos fidèles, bonjour Hervé et surtout bonjour Michel Collomb. Nous vous avions annoncé que nous souhaitions avoir un entretien avec Michel, qui est un des responsables d'investigation, qui est, j'espère, bien connu de la part de ceux qui nous suivent, de la part de ceux qui nous font l'amitié de nous écouter. Alors, la raison de cet entretien, c'est la publication d'un ouvrage absolument remarquable qui a été réalisé sous la direction de Michel, enfin il va nous en dire un petit mot, et qui fait le point un an après le début de l'opération spéciale telle que c'est le nom que lui donnent les Russes. Euh, donc, au bout d'un an, un an et demi maintenant, on peut avoir un panorama exhaustif de la guerre de communication qui s'est déroulée en parallèle ou en surplomb de la dimension militaire du théâtre ukrainien. Hein, c'est une guerre, moi je considère que c'est une guerre mondiale, hybride, mais clairement, le théâtre ukrainien n'est qu'un des théâtres, mais c'est le théâtre militaire, c'est le théâtre
terriblement massacrant. C'est ça que je considère comme le pire actuellement. Et il y a également ce qui alimente finalement la poursuite, c'est-à-dire c'est cette guerre de communication. Alors, le bouquin, je vais le présenter. Comme j'ai un fond, faut qu'on le voit quand même. Voilà. Bien. Il n'est pas très cher. Hein, c'est un détail peut-être, mais pour un travail remarquable avec des photos, avec une iconographie, avec une construction indispensable pour ceux qui veulent s'intéresser à ce qui se passe actuellement. Donc, merci Michel d'accepter cet entretien. Et donc, je vais commencer par une première question, puis après on essaiera d'en discuter de façon détendue. Une première question, parce que c'est le fruit, j'imagine, d'un travail important, d'un travail qui a commencé il y a déjà un moment, qu'est-ce qui a donné cette idée de produire un document permettant de décoder ce qui se passait? Parce que ce qui a caractérisé euh, le début en Occident, s'entend, le début de l'opération militaire spéciale, après l'intervention russe en Ukraine, c'est un basculement de propagande assez ahurissant en Occident. Les médias occidentaux, et j'ai tendance à penser que les pays francophones, c'est ce que dit Jacques Beau, qui a fait la préface de ce livre, je pense que les médias francophones ont été les pires, et en particulier les médias français. Donc, comment est-ce que ce projet est né? Comment il a démarré? Écoutez, la chasse aux médias mensonges, à la désinformation, c'est, disons, un petit peu ma spécialité depuis une trentaine d'années. Pardon, puisque j'ai commencé avec un livre Attention Médias qui racontait les médias mensonges de la première guerre du Golfe contre l'Irak et en même temps les vrais objectifs, les vraies stratégies qui sont toujours cachées. Ça a continué avec Poker Menteur et Monopoly, le temps à la conquête du monde sur la Yougoslavie. Puis il y a eu Libye, OTAN et médias mensonges, quelques autres encore. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vais jamais pouvoir prendre ma retraite parce que les médias mensonges n'arrêtent pas. C'est à la fois toujours la même chose et à la fois il y a des perfectionnements, il y a des modernisations, il y a un renforcement des trucs de manipulation, il y a des technologies nouvelles aussi. Et donc, ce que je dis toujours, c'est que chaque guerre commence par un grand média mensonge et les médias mensonges tuent parce qu'au nom de cela, l'opinion publique française et occidentale est convaincue que oui, nous sommes les bons, les gentils qui viennent en aide aux victimes des méchants et donc il faut faire la guerre, la faire durer longtemps, envoyer beaucoup d'armes et donc faire énormément de victimes. Il faut quand même rappeler en tout premier, quelle que soit l'opinion qu'on a sur cette guerre, sur ses causes, sur la responsabilité, il faut quand même rappeler que on est maintenant à certainement 450 000 soldats ukrainiens qui ont été tués dans une guerre qu'on pouvait éviter, dans une guerre qu'on pouvait arrêter tout de suite. Je montre dans le livre qu'il y avait un accord Zelensky-Poutine et que l'Occident l'a bloqué. Et donc, il est temps que l'opinion publique occidentale, européenne, se rende compte, un, qu'on lui a vendu cette guerre, comme d'habitude, à coups de médias mensonges. Deux, que les budgets pour gaspiller tous ces armements qui ne résolvent pas le problème, qui ne font que des victimes de tous les côtés, que ces armements sont pris sur les budgets sociaux. Donc, autant pour Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Dassault, etc., autant en moins pour vos retraites, les écoles de vos enfants et les hôpitaux dont on aura tous besoin un jour. Donc, il est temps de se rendre compte de ça. Et il est temps, je pense, c'est pour ça qu'on a fait le livre effectivement avec beaucoup d'images, d'une façon très simple, très pratique à utiliser pour discuter autour de soi. Et les gens, il est temps que les citoyens se rendent compte que ces médias mensonges, c'est contre eux, que eux aussi sont les ennemis des États-Unis et de nos régimes qui les suivent, et que si on ne se lance pas tous ensemble dans une bataille de l'information pour faire arrêter ces mensonges et faire arrêter ces guerres, on prépare à nos enfants un monde horrible. Donc voilà, suffisamment de motivation pour faire ça. Donc, effectivement, c'est Est-ce la que, continuité d'un combat
excuse-moi Hervé, je te passe la parole tout de suite, c'est la continuité d'un combat, ça c'est très important, mais qui cette fois-ci se déroule dans des conditions particulières. C'est ton opinion, Hervé? Oui, en fait, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a eu une bascule radicale du traitement de l'information depuis le traitement par les médias mainstream de la pandémie du Covid, avec de nouveaux outils, de nouvelles pratiques, voire une cynisation de l'information? Oui, il y a un renforcement, mais écoutez, on a eu une complicité très forte des médias mainstream avec leur gouvernement, c'est-à-dire avec les multinationales qui décident des guerres et qui en profitent. On a eu chaque fois. Donc, en ce sens, c'est la continuation d'un système. Moi, c'est vrai que le Covid a renforcé cet accès, cet caractère de guerre de l'information contre les citoyens. Le fait de refuser qu'ils soient au courant de tout, qu'ils soient au courant des intérêts, qu'il y avait là-dedans des stratégies efficaces de certains pays qui ont donné de bons résultats contre les nôtres qui ont été lamentables. Disons que ça a rendu plus spectaculaire et ça a augmenté la méfiance des citoyens. En ce sens-là, c'est nouveau. Mais pour les méthodes employées, elles ne sont pas nouvelles. Ce que je vois de nouveau ces dernières années, c'est la montée en puissance de BlackRock et de Vanguard, les super fonds d'investissement qui contrôlent, la fin du bouquin est consacrée à ça, qui contrôlent par des minorités bien placées, stratégiques et suffisantes, tout le CAC 40, tous les 500 firmes de Wall Street, qui sont hyper actives dans les firmes d'armement, dans l'agro-business en Ukraine, dans toute la reconstruction en Ukraine. Zelensky, il est carrément un pion de M. Larry Fink, comme Macron. Et ce qui est intéressant, c'est que les BlackRock et Vanguard, ce duo des grands fonds d'investissement, sont aussi présents dans tous les grands médias aux États-Unis avec des participations clés dans, à l'Élysée, à l'Union européenne, à Berlin, absolument partout. Et ils sont présents dans les médias et ils sont présents dans les GAFAM, c'est-à-dire les GAFAM qui font en sorte que ce que nous disons maintenant va se retrouver soigneusement caché en page 29 de Google ou de YouTube pour que seulement vraiment les gens acharnés à le trouver en aient connaissance et que ce soit exclu du débat. Donc, il y a une fusion dans le système des pouvoirs économiques, politiques, médiatiques. Il y a une vraie intégration qui est, à mon avis, un phénomène nouveau qui passe inaperçu parce que on connaît mal BlackRock et son énorme pouvoir. D'ailleurs, on va publier le livre d'un auteur allemand, Rugemer, on va faire le portrait de BlackRock parce qu'il est vraiment le temps de les dévoiler. Donc, je pense que ça, c'est un aspect nouveau. Pour le reste, je dirais, c'est toujours la même chose. À chacun de mes livres, j'ai expliqué la désinformation, il y a des règles, il y a des principes de la propagande de guerre qui ont été expliqués par Anne Morelli dans son fameux bouquin et que moi je reprends en disant, un, vous devez cacher les intérêts économiques de cette guerre. Deux, vous devez cacher l'histoire, c'est-à-dire ce que les puissances coloniales ont fait dans cette région. Trois, vous devez diaboliser l'adversaire avec des images, bien sûr, et manipuler l'émotion. Quatre, vous devez vous présenter comme le défenseur des victimes et jamais comme le responsable qui a provoqué le conflit. Et cinq, vous devez monopoliser, empêcher le débat, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte que sur une guerre, il y a toujours plusieurs versions, donc il faut les confronter si on veut se faire un avis. Donc ces cinq principes de la propagande de guerre, ils sont actifs depuis l'Irak, depuis le Vietnam toujours, et ici maintenant aussi. Et je crois que c'est important que les gens se rendent compte qu'avec cette grille de lecture, ils sont capables aussi de déchiffrer un peu un conflit, même sans avoir eu le temps d'aller sur le terrain ou d'y consacrer beaucoup de temps. Si on a ces 5 points de repère, on peut se rendre compte qu'on nous manipule, et ça, je pense que c'est très, très important. Alors moi j'ai une question justement. Avec cette situation-là est quand même nouvelle, non pas sur les techniques, vous avez raison, non pas sur les objectifs, non pas sur la façon dont ça se passe, mais la façon dont c'est reçu. Moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est deux choses. Premièrement, la capacité du système médiatique à se laisser enrégimenter complètement,
complètement, c'est-à-dire que les journalistes, tout le dispositif, certes, il est la propriété des grands intérêts, de l'oligarchie, voire de la plutocratie, mais il fonctionne avec des gens et aucune sécurité n'a joué. Ça m'a surpris parce que ça a été un déferlement. La deuxième observation que je fais, c'est l'opinion publique. Moi, je me rappelle, j'étais en 2003, j'avais été faire un voyage d'agrément en Espagne. Et en particulier, je me rappelle de quelques jours passés à Barcelone. Toutes les fenêtres des immeubles de Barcelone, il y avait des draps blancs, des drapeaux blancs. Il y avait une mobilisation contre la guerre en Ukraine qui était, pardon, contre la guerre en Irak. Voilà que je fais mon Biden. Donc, et il y avait une réaction. Il y avait une réaction, il y avait des contradictions, il y avait une opinion publique. Dans un premier temps, il y a eu une passivité. Où sont les mouvements pour la paix? Où sont les manifestations? En 2003, c'est-à-dire il y a 20 ans, il y en avait beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que on est en Occident confronté à cette passivité et le courant pacifiste a été minoritaire. Au début, c'était pas facile. Au début, c'était pas facile. Moi, j'ai réagi rapidement. Hein. J'ai essayé à ma place, modestement, de dire un certain nombre de choses et j'ai eu de la reconnaissance, voire de la gratitude de la part des gens qui nous écoutaient. Mais on était ultra minoritaire. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est plusieurs questions très importantes que vous posez. Il faudrait parler effectivement du mouvement de la paix. Il faudrait parler de l'influence des partis de gauche qui étaient en principe contre toutes les guerres et quel rôle ont-ils joué. Il faudrait aussi mentionner une chose, c'est que en 2003, c'est vrai qu'on était des millions dans la rue. Je me souviens de ça avec émotion parce que j'ai organisé et animé une mission internationale en Irak qu'on avait appelée les inspecteurs de la paix et on est allé là-bas 2, 3 mois avant l'éclatement de la guerre. Euh, Inspecteurs de la paix en opposition aux inspecteurs qui étaient censés nous dire qu'il y avait toujours des armes de destruction massive. Et on a donc parlé avec beaucoup d'Irakiens et des gens qui étaient pour Saddam, des gens qui étaient contre. Et il y avait une chose, donc on venait de 17 pays. Et alors, quand je présentais les gens qui venaient des pays, les Irakiens répondaient: ah oui, Espagne, 2 millions, Italie, 3 millions, France, je ne sais plus combien. Ça veut dire ils savaient très bien ce qui allait leur tomber dessus, ils savaient très bien que leur pays allait tomber en enfer. Mais ce qui leur donnait un grand espoir, un grand courage, c'était toutes ces manifestations qu'il y avait eu en Europe. C'était donc ultra important. Et je rappelle ça parce qu'il faut vraiment le reconstruire, ce mouvement pour la paix. Il est nécessaire plus que jamais. C'est important parce que on vit dans un grand basculement aujourd'hui. Et ce basculement, pour moi, il a commencé avec la résistance des Irakiens. C'est-à-dire que non seulement le régime, mais la population irakienne a refusé l'occupation des États-Unis. Ils se sont battus et ils ont transformé ça en un enfer pour l'occupant et en une grande défaite. Et ça, quelque part, c'est le début du basculement du rapport de force. Le monde voit que les États-Unis ont l'air tout puissants, mais c'est un tigre en papier et en réalité, ils ne peuvent même pas gagner une guerre ni en Irak ni en Afghanistan face à un peuple courageux et déterminé. Et donc, après, on a eu le fait qu'Obama n'a pas osé bombarder Damas et que tout le rapport de force international a changé. Mais donc, ça montre une chose. Les Irakiens ont été encouragés par notre mouvement pour la paix et en retour, les Irakiens ont fait en sorte que l'empire US a commencé à se déglinguer et c'est devenu visible, ce qui est maintenant un plus fort. Alors, ce qui est une différence avec 2003, c'est Chirac. C'est-à-dire qu'on pense ce qu'on veut de lui, mais pour les raisons de la défense du capital français, il a dit cette guerre en Irak, c'est un crime, on ne participe pas. Et quand les élites et les grandes bourgeoisies se chamaillent entre elles sur ces questions, il y a plus de place, même dans les médias, pour un peu discuter. Et bon, les médias mainstream ont sorti toutes les énormités sur les armes de destruction massive et les autres prétextes de Bush et de Blair.
mais avec le temps, il y a eu un peu plus d'espace pour en parler. Moi, vous savez, j'ai subi avec mes livres la censure des grands médias français et belges avec des intermittences. Et tout d'un coup, j'ai été invité fin des années 90 et au moment de 2003 dans quelques émissions. Et puis en 2011, tout d'un coup, sur la Libye aussi, tout d'un coup, quand il y a des oppositions, on a un peu plus d'espace de discussion et j'ai pu délivrer, moi d'autres, et d'autres aussi, mon message. Donc, je crois que la différence avec 2003, elle tient notamment à ça, mais le problème le plus important, c'est la faillite, la capitulation des partis de gauche, et je ne parle pas du PS qui a traditionnellement toujours été un va-t-en-guerre avec Israël, avec les États-Unis, Suez, la France-Afrique. Il n'y a pas de différence entre gauche et droite là-dessus, mais je pense même à gauche du PS, beaucoup de gens se disant communistes, trotskistes, anarchistes, etc., marchent depuis un certain temps avec les guerres des États-Unis. Je pense à la Yougoslavie, je pense à la Libye, à la Syrie. Ils se taisent sur le Venezuela, c'est aussi une guerre sans bombe, mais c'est une guerre aussi. On n'ose pas attaquer Israël pour ce qu'il est. Donc il y a une lâcheté profonde qu'il faut analyser. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. On trouve dans les différentes tendances en France des positions plus courageuses, mais elles sont très minoritaires. Et donc là, avec... Michel, juste une petite interruption pour dire du mal de quelqu'un, j'aime bien ça. À propos de la gauche, ce que vous avez dit concernant l'hésitation d'Obama à intervenir et à bombarder Damas, il a en fait arrêté le bras de M. François Hollande, qui, sur la base d'une false flag, et c'était l'homme le mieux informé de France, il savait très bien ce qu'il en était, il a décidé de bombarder. C'est-à-dire que ce n'est pas une désertion du camp de la paix de la part de ces gens-là, c'est un investissement du camp de la guerre. C'est une inversion extraordinaire pour moi. Alors, elle est, comment dire, le fruit d'une inversion politique. L'atlantisme servile de la gauche française est assez impressionnant et il va loin. Il va loin. J'ai lu un... C'est scandaleux, Régis, vous avez raison, mais ce n'est pas nouveau. Écoutez, en 1958, Paris, Londres et Tel Aviv bombardent l'Égypte, qui dit le canal de Suez, c'est sur notre territoire, donc c'est à nous. Et Mollet et Mitterrand et le journal Le Monde traitent Nasser de Hitler. Donc c'est pas nouveau. Il y Oui, a oui. une gauche de gouvernement qui mène toutes les guerres qui sont nécessaires, et pour les grands patrons français et pour les États-Unis. Donc Hollande, il est dans la continuité de ce rôle-là. Oui, Michel, en fait, j'ai Ce écrit qui un me article. tracasse, hein, c'est que je n'ai pas d'illusion sur les gens qui sont au gouvernement et qui ont dirigé le PS. Ils ont été dans toutes les guerres, ils sont avec Israël. Il n'y a pas d'illusion à avoir. Ce qui me tracasse, et c'est pour ça qu'on a fait ce livre avec Bouamama, La gauche et la guerre, analyse d'une capitulation idéologique, c'est que des gens qui se disent communistes, trotskistes, anarchistes, donc il y a quand même toute une vieille, au-delà des divergences, il y a toute une vieille tradition on est d'office contre le colonialisme, on est mm, d'office contre les guerres impériales. Eh bien non, ils sont avec. oui. Et ça, c'est la raison qui explique la disparition Mais de ce que l'on peut constater en France, il n'y a pas de débat au Parlement, au sein du Parlement entre les grands partis politiques, alors que ces débats-là, ils existent quand même en Allemagne et très probablement dans d'autres pays européens. Les seules voix divergentes, comme vous l'avez souligné, ce sont des voix politiques qu'on peut considérer comme marginales, oui, marginales et qui ont très très peu d'audience. Alors moi, je voudrais ajouter en quelque Belgique. chose, Michel. Le est plus ou moins opposé à la guerre. En Allemagne, vous avez Wagenknecht. En Angleterre, vous avez Corbyn. Donc, c'est pas rien. Mm. Il y a une grande diabolisation, il y a une grande pression idéologique qui joue contre elle. Et pour se concentrer sur la France, puisque je serai à la fête de l'UMA à partir pour samedi et dimanche, j'ai reçu beaucoup d'invitations en France suite à ce livre dont les gens ont envie de débattre. Ce qui me réjouit, c'est qu'il y a des invitations qui viennent de la CGT, du Mouvement de la Paix, de sections du PCF. Ce qui me désole, c'est que pour des raisons que je ne comprends pas, des responsables haut placés du PCF notamment font pression sur les sections locales pour me désinviter, pour annuler les débats. Donc là, je pense qu'il y a une interpellation à faire de tous les membres et responsables de ce parti
comment ça se fait qu'on n'a même pas le droit de débattre sur la guerre, de vérifier si l'information est correcte et d'écouter des informations qui nous manquent. Vous savez, évidemment, on répand la thèse que, vous savez bien, qui veut battre son chien dit qu'il a la rage, donc on répand la thèse que je suis complotiste ou ami des dictateurs, ou peut-être financé par, on ne sait jamais, que je suis anti-américain, des histoires pareilles. Je voudrais juste dire une chose. Dans le livre, nous avons toute une série de sources extrêmement respectables qui disent la même chose que nous. Je pense au pape François qui a dit oui, c'est pas bien Poutine, mais les aboiements de l'OTAN aux portes de Moscou ont provoqué sa réaction. Le commerce des armes est un scandale qu'il faut arrêter tout de suite. Et il a clairement plaidé pour la paix et la négociation. Henry Kissinger, le grand criminel bien connu, a dit lui aussi qu'il fallait arrêter de vouloir l'Ukraine dans l'OTAN et qu'il fallait arrêter de vouloir l'Ukraine avec l'Occident contre la Russie, mais que la seule chance de ce pays, c'était d'être un trait d'union entre l'Est et l'Ouest. Henry Kissinger. Après, on a fait pression sur lui pour qu'il revienne dessus, mais il l'avait dit. Toute une série d'autres dirigeants très haut placés, comme Kennan, toute une série qui sont mentionnés dans le bouquin, ont dit c'est de la folie de vouloir l'Ukraine dans l'OTAN, il faut arrêter de provoquer la Russie et il faut un accord avec elle. Donc, tout ça, c'est dans le bouquin. Et ce qui est frappant, c'est que tout ça aussi est censuré dans les médias mainstream. Le pape François, excusez-moi, c'est un bon client. Quand il dit quelque chose, on va le mettre à la une. Et bien même le journal ultra-catholique de Belgique, le pape a disparu quand il a osé dire ça. Kissinger, c'est quand même un type, c'est un criminel, ok, mais c'est un type intelligent qui dit des choses sensées. Et il a dit, on doit éviter une grande guerre mondiale avec la Chine parce que personne n'en sortira vivant. Donc, il faut négocier et les Ukrainiens devraient faire des concessions. Ok. Il y a toute une série d'autres gens qui disent pareil. Excusez-moi, mais votre cher ex-président Sarkozy, il est quand même, il a pris le chemin de Damas aussi, hein, il est arrivé à dire que la solution militaire n'était pas une solution et qu'il fallait parler avec la Russie et qu'il fallait essayer de trouver un accord et que voilà, l'Ukraine allait devoir faire des concessions aussi. Donc, qu'est-ce qu'il a pris, Michel? Et il sera. Et je pense que les règlements de compte se feront aussi au travers de ces affaires judiciaires. J'ai le privilège de bien les connaître. J'ai écrit un bouquin dessus, puis sur d'autres sujets. Effectivement, c'est un règlement de compte, une vendetta politique qui est menée contre lui par la gauche judiciaire et pas seulement. Donc, concernant, moi, ce que je voulais ajouter concernant les socialistes français, en 56, il y avait la guerre froide. Il y avait deux blocs. Alors certes, avec les Britanniques, on a été organiser cette expédition sur le canal de Suez pour des intérêts français, d'accord, et britanniques. Et les Américains et les Soviétiques nous ont dit, fin de partie, vous arrêtez. Le problème aujourd'hui, il n'y a plus de guerre froide. Il n'y a plus de guerre froide, c'est-à-dire, et ça n'empêche pas, et ça c'est mon expérience personnelle de ma vie, mon expérience politique, ça n'empêche pas les socialistes d'être les pires des va-t-en-guerre aujourd'hui. Quand on voit le comportement de Hollande, quand vous le dites très bien dans le bouquin à propos des accords de Minsk, et j'apprécie votre honnêteté. C'est-à-dire que concernant, il faut que je, hop, je sais pas pourquoi. Euh, donc, les accords de Minsk, les deux amuseurs russes ont réussi, entre autres, hein, à piéger Angela Merkel et à piéger François Hollande. Et vous dites, Hollande, oui, Hollande, il était duplicité totale, et on le voit bien, y compris dans la surenchère d'aujourd'hui, en disant, allez-y, allez-y, hein, il faut en faire tuer le plus possible, en substance, dit-il. Alors que Angela Merkel est plus gênée. Et vous dites que on peut difficilement l'accuser d'avoir fait preuve de cette duplicité dès le départ. Elle a probablement été plus nuancée que François Hollande aujourd'hui. Donc, sur cette... quand vous regardez l'intérêt économique de l'Allemagne, il n'était clairement pas dans l'exacerbation du conflit. L'Allemagne, elle a besoin du gaz russe, elle a besoin du marché russe, au-delà, elle a besoin du marché chinois. Donc, elle n'avait pas intérêt à la guerre, mais à la paix.
Et je pense, je n'ai pas la preuve, que Merkel était sincère quand elle a parrainé les accords de Minsk qui, rappelons-le, organisaient la désescalade, le recul des troupes, la fin des bombardements de Kiev contre les civils du Donbass et préparait une autonomie de ces régions pour le respect des droits des minorités. Je pense qu'elle était sincère et que c'était son intérêt. D'ailleurs, vous avez un indice très fort avec Victoria Nuland dans la conversation avec l'ambassadeur des États-Unis à Kiev. Ils sont en train de discuter qui Nuland va mettre au gouvernement, parce que c'est elle qui décide, et l'ambassadeur lui fait remarquer que les Européens ne vont pas être très contents que les États-Unis travaillent avec des fachos et des choses comme ça. Et vous avez cette réponse d'une grande élégance diplomatique de Victoria Nuland, fuck the EU, que l'Europe aille se faire foutre. Donc là, je crois qu'elle donne un indice. Eux qui préparent le coup d'État de Maïdan, eux veulent déjà préparer une guerre contre la Russie. Ce n'est pas l'intérêt économique de l'Allemagne. Et donc, on a cette dimension que je souligne dans le bouquin. La guerre en Ukraine, c'est une guerre contre les gens du Donbass, qui sont ignorés des médias. C'est une guerre contre la Russie pour la provoquer, l'affaiblir, l'isoler internationalement, c'est raté. Mais c'est aussi une guerre contre l'Europe et surtout contre l'Allemagne. Et dans le livre, vous avez toute une série de déclarations de dirigeants, de responsables des États-Unis, comme Friedman par exemple, qui dit « Nous, États-Unis, nous vous avons toujours voulu et nous devons empêcher l'Allemagne d'exporter, nous devons briser son partenariat avec la Russie. » Donc, on doit toujours appliquer ce critère « à qui profite le crime ». Il n'est pas suffisant pour prouver les choses, mais il est important pour comprendre. Et là, clairement, on a un conflit en 2014 qui se prolonge et qui explique. Et ce n'est pas par hasard que maintenant on a un gouvernement en Allemagne qui est d'une telle servilité. Les Verts ont, en réalité, ce sont des young leaders des États-Unis, fabriqués, formés, achetés, payés par les États-Unis pour exécuter les volontés des États-Unis dans le gouvernement allemand, avec Scholz qui, à mon avis, aurait aimé faire autrement, mais ne peut pas. Il est l'otage, il est prisonnier. Et donc, c'est un éclairage très intéressant sur cette dimension. La guerre, c'est une guerre des États-Unis contre nous. Il y a d'ailleurs une belle déclaration de Biden quand il explique les sanctions qu'il faut prendre contre la Russie. Il dit « Je sais que ça va faire mal à l'Europe, mais c'est le prix que je suis décidé à payer. » En fait, c'est le but, c'est d'attaquer l'Europe. Il le dit très clairement avec sa franchise. Tout à fait, dans le positionnement de l'Allemagne, notamment de son chancelier Scholz, on remarque que le soutien de l'Allemagne depuis le sabotage des gazoducs Nord Stream, c'est un soutien qui se fait en freinant des deux pieds, parce que les Allemands ne sont pas dupes de l'origine et savent, hein, évidemment, ce ne sera jamais divulgué ou pas dans l'immédiat, c'est notable. Donc, c'est un soutien qui a volonté à faire payer d'une certaine manière aux États-Unis et peut-être aux Ukrainiens cette attaque contre les intérêts vitaux de l'Allemagne, puisque c'est une catastrophe pour l'Allemagne, ce sabotage. C'est la fin du miracle industriel allemand. Je ne sais pas comment ils vont réussir à basculer sur d'autres formes d'énergie qui pourraient leur permettre de poursuivre l'industrialisation de l'Allemagne. Tout à fait. J'ai un ami dans mon quartier qui travaille pour la grande firme chimique BASF. Il expliquait que le grand patron de BASF a envoyé une lettre à tous ses employés en expliquant comment il était furieux sur la politique de son gouvernement qui affaiblit totalement la stratégie commerciale internationale de l'Allemagne. Ce point-là, il est important. Il indique, à mon avis, comment nous devons peser, comment nous devons discuter pour que les informations sur les médias mensonges soient accessibles à tout le monde. Parce que, comme je l'ai dit au début et comme je le répéterai jamais assez, il est temps que les Européens se réveillent. C'est une guerre contre eux, c'est une guerre qui va, on le voit déjà dans l'inflation, on le voit déjà dans le renchérissement de l'énergie et de l'alimentation qui est fort lié. Vous savez, on a des gens ici en Belgique qui doivent vivre avec une retraite de 800, 900, 1000 euros par mois, avec des prix qui n'arrêtent pas d'augmenter. Ben, il faut envoyer la facture à Joe Biden. Et on va voter bientôt en Belgique, il faut réclamer des comptes à tous les partis en disant votre servilité
envers les États-Unis, elle fait que moi, je ne sais plus boucler la fin du mois. Il y a des gens désespérés là-dedans. Et il y a toute une série de faillites, il y a toute une série de petits commerces qui ne marchent pas parce que les coûts augmentent. Donc, on doit cesser de considérer la guerre comme quelque chose d'exotique et lointain, où il faut être solidaire, etc. Ce n'est pas seulement ça. C'est notre portefeuille à nous qui est directement impacté par la guerre des États-Unis contre l'Europe. Sur un autre plan, sur le plan des stratégies, autant on peut avoir une lecture de la stratégie des États-Unis, autant on peut avoir une lecture de la stratégie de la Russie, autant on peut avoir une lecture même de la stratégie de l'Ukraine au travers de ses velléités d'émancipation pilotées par le nationalisme ukrainien, autant on n'a aucune lecture de la stratégie des Européens. Il n'y a pas de stratégie européenne et c'est de là d'où vont arriver toutes ces conséquences. Enfin, Et il va falloir qu'on fasse un effort pour analyser justement pourquoi ils font ça, pourquoi ils ont cette stratégie d'alignement et de capitulation. Et je crois qu'il faut beaucoup réfléchir. Vous avez un exemple intéressant en France. Vous vous souvenez qu'en 19, je crois, ou 17, pardon, vous me corrigerez, à l'élection présidentielle, normalement, c'est Fillon qui devait gagner parce que Hollande avait déçu tout le monde, on n'avait vu aucune différence, donc c'était maintenant, petit coup de bascule à droite, c'était le tour de Fillon, il était favori. Et tout d'un coup, arrivent des révélations qu'il a employé fictivement sa femme. Chose que, bien entendu, tous les autres dirigeants des partis politiques ne font jamais, il était le seul, on est bien d'accord. Or, ce qui est intéressant, c'est que Fillon avait fait des déclarations en disant notre approche militaire de la France en Syrie, elle n'était pas bonne, elle n'a fait qu'aggraver la situation, on n'a obtenu aucun résultat. Il était assez cru, il disait nous avons fait la guerre en Syrie et on doit bien voir qu'on a perdu. Donc, disait-il, il faut parler avec Moscou et avec Damas. Et pour moi, c'est la clé de ces révélations et de leur timing, c'est qu'effectivement, la majorité de la, des entreprises et du personnel politique en France était toujours dans l'idée on doit aller avec les États-Unis, on est forcé. Donc la question, c'est pourquoi. Il faut rappeler que, les États-Unis investissent beaucoup d'argent dans la préparation de ce qu'ils appellent les Young Leaders. Ils l'ont fait en Ukraine, ils l'ont fait dans toute une série de pays, ils l'ont fait dans le printemps arabe, ils le font aussi en France et en Allemagne, c'est-à-dire qu'ils investissent dans les nouvelles générations politiques, sachant que la CDU allait disparaître comme tous les partis chrétiens, sachant que Merkel n'était pas éternelle, ils investissent dans la suite. Et donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que la NSA espionne le monde entier et que donc, quand vous êtes un homme politique, si vous avez une maîtresse, un fils qui se drogue ou des habitudes un peu particulières, vous avez intérêt à vous tenir à carreau, sinon votre carrière politique est fichue. Donc, ça, c'est un facteur qui joue. Maintenant, il ne faut pas voir que ça. Il est clair qu'il y a en France et en Allemagne une bagarre, des tensions entre un secteur industriel qui est plus tourné vers l'exportation et donc vers là où sont les marchés, clairement la Chine, l'Asie, et un secteur qui a encore ses intérêts dans la complicité avec les États-Unis et certains de leurs secteurs. Donc, on doit analyser, je pense qu'il y a un effort à faire là-dessus, nous devons analyser ces contradictions pour pouvoir expliquer aux gens, voilà les raisons pour lesquelles, toujours des raisons de fric, pour lesquelles certaines élites veulent qu'on reste arrimé aux États-Unis jusqu'au suicide. Parce que les États-Unis, c'est quelque chose dont les gens doivent bien se rendre compte, ils sont dans un déclin très grave, leur économie croule, leurs infrastructures croulent, ils ont une dette colossale qui ne tient que parce que le dollar reste un arme de chantage et d'emprunt gratuit en fait envers le monde entier. Donc les États-Unis sont en grand problème. Militairement, ils ne savent plus gagner une guerre. Moralement, ils sont en décrépitude. Et donc, jusqu'à quand les Européens vont-ils rester arrimés à ce bateau qui est en train de couler? Donc, le thème pour moi maintenant, c'est vraiment européen. Réveillez-vous, analysez, réfléchissez et discutez l'information. Oui, mais le problème, Michel, moi je suis d'accord. Alors, on dit du bien de votre livre, il faut dire 2 secondes du bien du mien, une justice politique, parce que effectivement, j'ai analysé le
coup d'État. C'est un coup d'État qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir. Je connais les protagonistes, je sais qui sont les magistrats qui sont intervenus, quand est-ce qu'ils sont intervenus, hein, et donc là, c'est Il faut que je vous irréfutable. invite dans mon émission Michel Midi, hein, on va prendre rendez-vous. Donc, c'est un coup d'État, c'est-à-dire que ça a été fait, organisé. À partir de la base opérationnelle, c'était l'Élysée. N'oublions le choix d'Emmanuel Macron, il était bien antérieur. Hein, 16 mois d'août 2015, quand il émerge et que le Nouvel Obs fait une couverture en disant et si c'était lui. Bon, après il y a toute la mécanique. Euh, donc effectivement, on a mis un young leader et on a mis quelqu'un qui est totalement dévoué aux intérêts américains. On est confronté en Europe à un problème quand même. Donc Macron a de temps en temps essayé quand même de un petit peu empêcher la guerre ou la terminer. Non, non, non. La seule chose qui l'intéresse, je suis. Mais alors affirmatif là-dessus, on va me dire que je suis méchant. C'est un psychopathe. Hein. Je pense que c'est son narcissisme. D'abord, il est incompétent. Ce type n'a rien fait dans l'existence avant d'arriver euh, là où il est. Hein. Il a raté à peu près tous les concours, sauf l'ENA. Et on nous l'a présenté comme quelqu'un d'extrêmement compétent. Quand on voit comment il se comporte actuellement sur le plan diplomatique, sa nullité. Il demande à être invité au BRICS, il se fait humilier, il diffuse ses conversations avec Poutine. Enfin, je veux dire, c'est une nullité. Et hier, il a envoyé la porte-parole du ministre des Affaires étrangères français, Madame Colonna, hein, venir dire si Poutine rencontre euh, le camarade 1, hein, Kim Jong-un, c'est qu'il est isolé, c'est que la Russie n'est complètement isolée, c'en est la preuve. 3 jours après le sommet du G20, qui a été une défaite occidentale absolument incontestable. Donc, je pense que ce ne sont pas des contradictions, ce ne sont pas des éléments où il se sent un peu obligé de penser à la France. Je pense que pas du tout. Je pense que c'est une façon de se mettre en scène. Hein. C'est qu'est-ce que le journal télévisé de 20 heures va dire. Et je suis très sévère pour ça. Alors, c'est aussi la pratique que j'ai depuis fort longtemps de cette sphère publique et en particulier de la haute fonction publique d'État française, qui est à mon avis une des plus corrompues d'Europe. Euh, Ce que je veux dire aussi, c'est que si on prend l'Europe, les Européens, mais je dirais, l'Union européenne est dirigée par Madame von der Leyen, qui est elle aussi un agent américain. C'est connu. Ça n'est pas, je considère que ça n'est pas discutable. Alors on va dire que je suis véhément et que je suis schématique peut-être, mais aujourd'hui, la capacité de l'Europe, je suis un peu pessimiste, hein, la capacité des peuples européens à mesurer ce qu'on est en train de leur faire, et je pense en particulier au peuple français, parce que quand on voit ce qui se passe chez nous, hein, on a la gauche, entre guillemets, je la mets, devenue gauchiste, hein, beaucoup plus intéressée par le wokisme que par le social, euh, protester contre l'inflation, la vie chère, comme on disait dans le temps, contre un certain nombre de choses, mais personne ne s'interroge sur les causes, personne, ou en tout cas ne les met en cause. C'est-à-dire que de temps en temps, on a un discours vaguement anticapitaliste, mais c'est tout. Quand on voit l'arc républicain qui est représenté à l'Assemblée nationale, ils ont tous été à la soupe chez Macron au fameux entretien qui a duré jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Et en sortant, hein, on nous a dit, sans être démenti, je crois que c'est Bayrou qui nous a dit ça, on nous a dit que le consensus, par exemple, sur l'Ukraine était total. Était total. Alors, pour la fête de l'UMA, mon cher Michel, il y aura peut-être quelques petites inflexions. Beaucoup pété à la fête de l'UMA, je dois en avoir 25 au compteur. Hein. Donc, Fabien Roussel, lorsqu'il parlait de la guerre, disait l'ignoble Poutine par-ci, l'ignoble Poutine par-là. Je ne l'ai jamais entendu dire parler de l'ignoble Biden ou de l'ignoble George Bush, hein, jamais. Donc ça n'était que l'ignoble Poutine. Il semble que depuis quelques jours, il a mis une certaine inflexion. Il a mis une certaine inflexion, hein, mais bon, si on reste sur la gauche, j'ai lu un article il y a quelques jours du NPA de Besancenot qui approuvait la livraison de munitions à sous-munitions en Ukraine, hein, en disant que c'était
si vous parlez, enfin, j'espère que si vous parlez du NPA, il faut quand même rappeler que les dirigeants de ce parti ont soutenu toutes les guerres des États-Unis, Oui, 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 bien sûr. aidé les États-Unis à détruire la Yougoslavie, la Libye, attaquer le Venezuela et une série d'autres pays, qu'ils ont payé une pseudo-journaliste qui s'appelait Ornella Guyet, qui avait été foutue à la porte du Monde Diplo, d'Acrimed et d'un peu partout, pour répandre un tissu de calomnie à mon encontre, qui était directement recopié du lobby sioniste. Et quand j'ai demandé au NPA de rectifier ça et d'engager un débat public, ils ont courageusement tous refusé. Donc, les gens Non, mais comptent qu'il y a un bizarre alignement même dans certains secteurs de la gauche radicale, vers les États-Unis. Il faut se poser de sérieuses questions. Pourquoi ces gens refusent le débat? Tout simplement parce qu'il y a un agenda inavoué. Je ne généralise pas, et il y a des gens, des militants du NPA qui m'ont soutenu, qui ont eux aussi réclamé des comptes à leur direction. Je voudrais que de ça, on aille plus loin et que les citoyens se rendent compte, par rapport à Macron, aux élites, aux dirigeants et aux grands partis traditionnels en général, la solution ne viendra pas de là. Il ne faut pas compter sur eux parce qu'il y a une pression, il y a des liens cachés, il y a un agenda caché. Et si on veut peser pour la paix, que ce soit sur l'Ukraine et sur les autres terrains de conflit qui menacent, il faut penser au Yémen, il faut penser à la Palestine, il faut penser au Venezuela, toutes ces guerres non déclarées et très peu couvertes. La solution ne viendra que des gens, des citoyens, des travailleurs, et c'est leur intérêt à eux et c'est leur rôle à eux. On ne peut renverser le rapport de force défavorable actuellement dans l'information, on ne peut renverser la censure qu'en libérant un mouvement citoyen pour une info libre. Et c'est ça la mission d'investigation, et c'est pour ça que, je n'hésite pas à le mentionner, on a besoin du soutien financier des gens pour nous aider à développer le travail, et comme d'autres initiatives, il y a ce que vous faites, il y a le site Le Grand Soir, il y en a d'autres, etc. On a besoin de soutien et de participation. On a engagé une dizaine de journalistes, de chercheurs pour m'aider à faire ce bouquin, parce que quand on critique la désinformation, tout doit être bétonné, tout doit être vérifié, s'il y a un doute, on doit l'écarter. Donc, on a besoin de grosses équipes, et ça, c'est l'appel que je voudrais lancer. J'ai mon âge, il s'agit de préparer la nouvelle génération, il y a encore énormément de... Je pourrais vous parler pendant 10 minutes de toute une série de choses qu'on doit faire. Dans quelques jours, nous allons lancer Télé-Palestine pour donner la parole de façon hebdomadaire aux Palestiniens, pour contrebalancer la propagande déshumanisante et le silence des médias. Donc, moi, j'insiste sur le rôle des citoyens dans la bataille de l'info. Alors, souvent, quand on dit ça aux gens, on a cette réaction un peu découragée. Oui, mais moi, je ne suis rien du tout, je suis que une petite personne, je ne connais pas, je n'ai pas l'habitude d'écrire des articles, qui est-ce que je vais toucher? Ça, c'est justement ce que je dirais le système essaye de mettre dans les cerveaux. Nous avons tous une capacité pour cette bataille de l'info, au travail, à l'école, dans la famille, sur Internet bien entendu, dans les transports, dans les assos, dans le mouvement associatif, au sport, tout ça, on peut discuter. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait le bouquin avec beaucoup d'images. Et le bouquin, il est divisé en petites choses séparées, donc on peut pas lancer la discussion sur 400 pages, donc on prend un thème comme Boucha, comme les premières images de diabolisation, comme les images cachées, et on discute, et c'est bien d'avoir les images sur son téléphone aussi pour pouvoir discuter avec les gens concrètement. Je pense qu'il faut, la première bataille, elle est envers nous-mêmes, de combattre le pessimisme et le découragement, et de se rendre compte qu'on a un énorme pouvoir en fait. Si les GAFAM censurent les informations qui leur déplaisent, GAFAM, qui, je rappelle, travaille étroitement avec l'OTAN, on montre les liens avec l'Atlantic Council, les think tanks de l'OTAN, GAFAM qui sont liés aux services secrets US et britanniques, s'ils font tout ce travail pour nous empêcher d'être audibles, ça veut dire qu'ils ont peur. Et il faut se rendre compte que tous ensemble, en France, en Belgique, partout, on a un énorme pouvoir dans la bataille de l'information. Il faut non seulement critiquer les médias, les analyser, les exposer, mais il faut aussi être capable de produire notre propre information, et nos circuits de diffusion
à travers les réseaux et surtout dans les discussions en direct. Rien ne remplace la discussion avec les gens autour de soi. Organisez par exemple dans votre salon, sur votre terrasse, une petite discussion sur Venezuela, Palestine, les choses qui intéressent les gens autour de vous, et organisez une discussion pour vérifier l'info. Il faut absolument euh, cesser d'être dans la télé ment, je n'y peux rien, je ferme ma télé, mais ça ne sert à rien. Non, regardez-la et discutez ensemble et allez chercher la contre-info. C'est vraiment pour moi le message essentiel à donner, c'est un message d'espoir en fait et de mobilisation. Le bouquin est un magnifique outil de réinformation, magnifique, effectivement, autour de soi, moi je l'offre hein, à des gens, et donc je pense que c'est un très très bel outil. Hervé, tu avais quelques Oui, questions. oui, je voudrais avoir, c'est sur un sujet précis, c'est le mandat d'arrêt de la CPI contre Vladimir Poutine et Maria Belova, qui est commissaire aux droits des enfants. Avez-vous une analyse ou un avis sur ce mandat d'arrêt? Et de la propagande totale. On ne peut de toute façon pas amener à la haie un dirigeant d'un pays qui n'est pas membre de la CPI. Et la CPI, comme le tribunal international sur la Yougoslavie, sont des opérations de propagande des États-Unis. Je rappelle que le tribunal qui a jugé Milosevic, qui a prétendu le juger pour la Yougoslavie, était payé par Soros et par des Émirats arabes liés aux États-Unis, donc drôle de tribunal. Et même là, dans ce tribunal, dans un procès connexe, on a fini par reconnaître que Milosevic n'était pas responsable de ce dont on l'accusait, c'est-à-dire les crimes de guerre effectivement commis en Bosnie dans le début des années 90. On a reconnu dans un attendu qu'il n'en était pas responsable, qu'il n'avait pouvoir là-dessus. Mais le public ne le sait pas. Donc, on est dans une opération de propagande. La CPI juge tous les gens qui ont osé s'opposer aux États-Unis, qu'ils aient ou non commis des crimes. Jamie Shea, le porte-parole de l'OTAN en 99, avait déclaré le tribunal international ne jugera jamais l'OTAN parce que c'est l'OTAN qui paye le tribunal et qui décide qui peut venir là-bas. Donc, on juge soit des has-beens qui ne servent plus, soit des gens qui s'opposent, mais s'il y avait vraiment une justice internationale, Bush devrait être en prison et tous ses complices. Parce que les crimes sont avérés, ils ne sont même plus niés, et donc tous ses complices devraient être en prison. Donc il ne faut pas imaginer que dans le rapport de force actuel, il existe quelque chose. Sur l'histoire des enfants qui auraient été forcés d'aller en Russie, en fait, ça sert à couvrir un grand mensonge par omission des médias occidentaux, à savoir que tous les Ukrainiens seraient contre Poutine et tous les Ukrainiens auraient été attaqués par lui et donc fileraient vers l'Ouest. Les propres statistiques occidentales montrent qu'une partie des Ukrainiens sont partis à l'Est, vers la Russie, librement, et aussi que, en fait, depuis 2014, les Ukrainiens de l'Est dans le Donbass sont bombardés d'abord par le régime Porochenko, puis par le régime Zelensky, sont bombardés avec énormément de victimes, des femmes et des enfants tués. À Donetsk, vous avez, j'ai montré ça dans le livre, l'Allée des Anges qui montre des dizaines de photos d'enfants tués, des nounours, des jouets, etc. C'est bouleversant. Ces photos-là ne viendront jamais dans les médias occidentaux, justement parce qu'il faut cacher quand la guerre a commencé, qui l'a commencé, qui n'a pas voulu l'arrêter, et pourquoi les États-Unis et l'Europe qui les suivent avaient besoin de cette guerre. Donc, on est là dans un très très bon exemple. Si on parle d'enfants forcés, il faut montrer la photo des enfants tués par les protégés de l'Occident et demander aux gens pourquoi n'avez-vous jamais vu ça dans les médias. Écrivez à vos journalistes, écrivez aux médiateurs de France 2, etc., en disant pourquoi cette photo-là, vous la montrez jamais. Est-ce que vous, avec vos prises de position courageuses depuis de nombreuses années, mais surtout sur la guerre en Ukraine et avec les clivages qui se sont créés et les tensions qui sont créées à cette occasion, assez violentes, hein, on est sur des tensions qui sont comparables à celles qui existaient à l'époque du Covid entre les personnes, est-ce que vous avez été inquiété personnellement? Est-ce que vous avez fait l'objet
d'un signalement sur le site Mirodvorets qui permet d'identifier les personnalités considérées comme hostiles à l'Ukraine en délivrant des informations personnelles et bien sûr en souhaitant que ces personnes identifiées aient des ennuis. Oui, bien sûr, je me retrouve en bonne compagnie avec toute une série de gens qui ont fait un travail d'information sur l'Ukraine. Euh, il n'y a pas eu récemment des menaces particulières. Vous savez, les gens de l'OTAN m'ont déjà envoyé à l'hôpital une fois en 99 pour avoir organisé une manifestation contre les bombardements de l'OTAN. Et j'ai été envoyé à l'hôpital avec 4 côtes cassées et pas mal de dégâts. Donc, on sait bien que je ne vais jamais reculer. Israël me diabolise et me censure et répand des calomnies sur moi. Ils essayent de nous mettre en grande difficulté financière, puisqu'on a un budget, on a des journalistes, il faut les payer. Et eux, ils téléphonent régulièrement à des assos qui m'invitent en disant non, non, il ne faut pas l'inviter, il faut annuler, etc. Alors que nous vivons des dons et de la vente des livres, donc on a besoin de ces conférences et de ces débats. Donc, ça, c'est clair, on ne va jamais reculer pour ça. Et je crois que cette fameuse kill list, c'est quelque chose aussi qui doit faire partie de l'information. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est expliqué dans le bouquin, il y a un site à Kiev qui repère toute une série de gens dangereux qu'il faut éliminer. Et certains ont effectivement été éliminés. Je pense à des journalistes ukrainiens, des politiciens. Et de temps à l'heure, on barre leur croix et on se réjouit d'avoir tué ces gens. Il y a eu aussi la fille d'un auteur russe. Il y a plusieurs personnalités françaises qui sont mises là. Et ce n'est pas du folklore, hein. Dans le livre, on a un témoignage bouleversant d'un journaliste français, William Roglon, qui se trouvait en 2014, au début du conflit, dans la zone du Donbass, et il suivait les opérations militaires avec un journaliste italien qui s'appelait Andrea Rocchelli, avec un militant russe des droits de l'homme qui était là en observateur et un guide. Et donc, ils ont été canardés par un régiment ukrainien, régiment d'Azov, qui a tué le russe, le journaliste italien, s'est acharné pour essayer de tuer ce photographe français Roguelon qui s'est échappé par miracle. Et l'affaire a été reconnue en Italie, où les commanditaires de cette affaire, les Ukrainiens, ont été condamnés, puis finalement innocentés pour des raisons de procédure et un peu un sabotage. Donc c'est reconnu. Roguelon, il est toujours en procès et il demande l'aide de l'État français. Il reçoit vraiment pas de l'aide pour juger ce crime de guerre. C'est une bonne. Et pourquoi ils ont été tués? Parce que justement, ils étaient en train de montrer l'armée de Kiev attaquant les civils, j'insiste, du Donbass. Et ça ne pouvait pas se savoir. Ça a été aussi un message pour que les journalistes occidentaux qui auraient voulu faire un peu leur travail soient intimidés et n'y aillent pas. Il y a eu d'autres journalistes occidentaux tués. Bien sûr, c'est des choses qui peuvent arriver dans les guerres et je ne peux pas dire dans chaque cas qui l'a fait, qui est responsable, mais c'est clairement une tactique qui ne voulait pas que l'opinion soit informée sur ce qui se passait là-bas. Donc, Ouais, tout à fait. Dernièrement, il y a Lison Boudoul, il y a à peu près un peu plus d'un an, au début du conflit ukrainien, qui faisait des reportages côté russe et qui a été interdite de territoire ukrainien sous peine de prison et qui, me semble, a fait également l'objet d'un signalement sur le site Mirodvorets. Donc, la LCI et TF1, très courageusement, l'ont complètement exfiltré du conflit ukrainien. Elle continue son activité sur d'autres zones de conflictuelles. Et justement, on parle de nettoyage de Google. Lorsque vous cherchez cette information-là, qui était encore présente il y a quelques mois sur Google, lisant Boudoul, interdit de territoire ukrainien, il y a eu quelques articles sous peine de prison. Maintenant, vous ne la trouvez plus. il faut prendre des captures d'écran de tout ce genre d'informations pour pouvoir montrer aux gens qu'effectivement, il y a un filtrage. Google travaille avec l'OTAN. Google est conseillé par l'OTAN sur ce qui doit venir dans les premières pages et ce qui doit être caché. Ça, il faut le savoir. Sur cette question des captures d'écran, c'est sur les mensonges aussi, hein. Je crois que ça permet, il y a tellement de choses qui ont été dites depuis le début du conflit.
que l'évolution de la guerre sur le terrain amène certains à mettre de l'eau dans leur vin, à changer un petit peu d'opinion, etc. Il faut faire les captures d'écran. Il faut montrer ce qui a été dit, les âneries qui ont été proférées essentiellement, non, le pire étant LCI. Hein, comme ça, le moment venu, on fera les comptes. Hein, comme dit le proverbe, c'est à la fin de la foire qu'on comptera les bouses, ou il y a une autre formule moins scatologique qui dit on paye les musiciens à la fin de l'orchestre. Donc, oui, ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Et le livre, de ce point de vue, est formidable, quoi. Il est formidable. Alors, je pense, il y a un sujet que je souhaiterais aborder, c'est celui des néo-nazis en Ukraine. Il y a une histoire, c'est l'Ouest ukrainien. Il y a eu une guerre civile de guérilla longtemps après la victoire soviétique de 1945. Bandera, qui est le héros aujourd'hui de l'Ukraine, qui était un complice, un collaborateur des nazis, qui a participé au massacre, qui les a organisés. J'entendais un témoin survivant de Babillard disant « Mais ce sont les gens de l'Oun, ce sont les gens de Bandera qui nous ont amenés au bord du ravin pour le massacre, moyennant quoi l'avenue qui amène à Babillard, au mémorial, s'appelle l'avenue Bandera. » Et donc, le, dans le livre, on voit bien cette mutation et ce mensonge désormais. Alors, je donne un exemple avant de vous passer la parole, Michel, c'est qu'il y a 3 jours, j'ai lu un article de Pierre-André Taguieff, qui se présente comme un grand spécialiste de l'antiracisme et de l'antisémitisme, spécialiste de l'antisémitisme, venant écrire il n'y a pas de nazis en Ukraine, c'est un mensonge proféré par Poutine pour justifier l'intervention russe. C'est sidérant, parce que voilà quelqu'un qui sait qu'il ment. Et là, je reviens au travers de cet exemple, sur ces gens qui délibérément mentent. C'est-à-dire qu'on peut biaiser, on peut valoriser, c'est pas à vous que je vais l'expliquer, valoriser tel ou tel sujet, il y a la titraille, comment les présenter, mais là, euh, la phrase est purement et simplement mensongère. On a Arnaud Klarsfeld, qui est un européiste, qui est pro-américain aussi et tout, mais qui est honnête sur cette question et qui dit non, on ne peut pas accepter cette présence néo-nazie qui perdure en Ukraine. Moyennant quoi, il se trouve des gens qui ont pignon sur rue, qui sont légitimes, qui mentent effrontément et délibérément. Comment est-ce que vous percevez euh, cette mobilisation et cette capacité de la part de gens qui ont effectivement qui ont pignon sur rue dans notre pays? Alors là, je parle de la France. Écoutez, pardon, j'ai eu l'occasion de débattre dans l'émission de Frédéric Taddy, Ce soir ou jamais, qui, par la grâce de la direction politisée de France 2, est devenue l'émission Jamais. J'ai eu l'occasion de débattre avec le lobby sioniste en 2008, 2010, etc. Et il y avait des représentants du lobby sioniste, Goldnadel, Ansel, et des gens comme ça. Et j'ai eu l'occasion décrire Israël, notamment, comme l'État le plus raciste au monde et de décrire les crimes commis. Et beaucoup de gens ont pu regarder et, disons, le lobby sioniste n'a pas gagné ce débat et beaucoup de gens se sont rendus compte qu'il y avait un autre point de vue et qu'il fallait aller s'informer ailleurs. Du coup, qu'est-ce que le lobby sioniste a décidé? Un, on ne débat plus jamais avec Colomb parce qu'il ne s'énerve pas, il reste calme et donc il a toute une série de faits qui montrent qu'on raconte n'importe quoi, mais on va le salir, on va le diaboliser. Et donc, on a eu Caroline Fourest, protégée de BHL, on a eu Ornella Guillet, on a eu Conspiracy Watch avec Rudi Reichstadt et Taguieff qui ont commencé à lancer une campagne de diabolisation contre moi. Et vous savez, j'ai même fait un procès à Reichstadt et à l'émission qui était passée sur France 3, je crois, où il m'accusait à la fois d'avoir un financement opaque
et à la fois d'être financé par Bachar el-Assad et à la fois d'être complice de Daesh. Donc vraiment très fort. Et il y avait toute une série de calomnies là-dedans. Et malheureusement, ça dit beaucoup sur la justice française, on a perdu notre procès. On a donc une campagne pour diaboliser et discréditer les gens qui apportent une autre information avec un travail sérieux. J'ai un peu analysé comment ils travaillent dans une vidéo qui s'appelle Comment Israël manipule Internet et l'opinion, où je montrais notamment la fameuse unité 8200 à Tel Aviv qui surveille tout ce qui se passe sur Internet et fait en sorte de le contrer ou de le signaler à des officiers supérieurs, etc. Pour, par exemple, quand j'ai voulu organiser une conférence internationale sur le mouvement de solidarité BDS, du boycott d'Israël, on a eu des pressions énormes pour empêcher de le tenir. Ils ont lancé une campagne contre ça. Et donc, il y a toute une campagne de diabolisation qui est faite à Tel Aviv et par des relais. Des gens comme Taguieff, etc., sont des mercenaires de la calomnie. Et c'est en fait quelque part, hein, Israël est maintenant tellement discrédité que le seul argument qui reste, c'est ceux qui nous critiquent sont des antisémites. Ça marche encore. Et donc, c'est ça qu'il faut utiliser. Et il faut, dans le livre qu'on a publié, d'Ilan Pappé, La propagande d'Israël, on a cité leur propre déclaration où ils disent il ne faut jamais discuter, il ne faut pas parler sur les faits, il faut noircir les gens qui nous attaquent. Et c'est une guerre, il faut employer tous les moyens. Donc, les gens doivent savoir ça. Moi, je renouvelle mon appel à Taguieff, à Reichstadt, à Caroline Fourest, venez débattre publiquement sur Israël, la Palestine et tout ce que vous faites et que les gens puissent se faire une opinion. Donc, ils ont la trouille de ce genre de débat et je crois que c'est très intéressant. Vous avez fait la distinction entre Klarsfeld et Taguieff. Tous les deux sont des sionistes, défendent donc une vision d'Israël que je ne partage pas du tout. Mais il y en a un qui est honnête et qui a dit on ne peut pas quand même employer des fachos antisémites pour soi-disant défendre la liberté. Dans les conférences que je donne, je cite une interview de BHL qui est interviewé après avoir pris la parole sur la place Maïdan. Et on lui demande, quand même, il y a des gens qui disent qu'il y a des antisémites et des néo-nazis ici à Kiev, qu'est-ce que vous en pensez? Et il dit textuellement, je n'ai pas vu de néo-nazis, je n'ai pas vu d'antisémites, j'ai vu rien que des gens qui aiment l'Europe, la liberté, et on doit les soutenir à fond, etc. Et le journaliste laisse passer. Alors, ce qui est marrant, et je le montre dans les conférences, il y en a une demain à Paris vendredi soir, je le montre dans les conférences, cette vidéo, quand BHL parle, on voit sur le gros plan de la télé où il parle, les drapeaux des néo-nazis face à lui, il y en a plein face à lui, et même sur le support du micro où il parle, il y a les petites bandelettes rouges et noires des néo-nazis ukrainiens. Donc vous avez là des gens qui savent très bien qu'ils mentent, qui sont juste dans la propagande de guerre, et il faudrait que des associations courageuses organisent des débats contradictoires pour qu'on puisse enfin démasquer ce genre de propagande qui, évidemment, a beaucoup d'influence. Il faut savoir que dans les rédactions de la télévision publique ou dans les journaux comme Le Monde, Libé, etc., il y a une série de journalistes, pas des masses, mais il y a quand même quelques journalistes qui savent que ce que nous disons est vrai, qui savent que les États-Unis mentent, qui savent une partie de ces choses-là et qui n'osent pas le dire parce que sinon on finit la carrière. Et donc, il est temps que ces gens se rendent compte que si on est complice de cette propagande de guerre des États-Unis et d'Israël, c'est quand même incroyable. Israël qui soutient des antisémites pour les objectifs géostratégiques en Ukraine. Si on ne dit pas ça dans les médias, eh bien, on est responsable des 450 000 soldats ukrainiens qui sont morts, des civils qui souffrent, du fait que l'économie est détruite, qu'il y a une immigration massive, que c'est un pays complètement détruit pour une guerre qu'on aurait tout à fait pu éviter ou arrêter très vite. Donc, il y a une grande responsabilité des journalistes là-dedans.
et des citoyens d'organiser enfin des débats sur tout ça, des débats vraiment contradictoires. Oui. Par ailleurs, ne pensez-vous pas que derrière toute propagande, il y a une information cachée, en fait, en savoir lire au travers de la propagande? Un reportage orienté peut être bien sûr pris de manière littérale, ensuite avec un deuxième niveau de lecture en cherchant à expliquer cette littéralité, et bien sûr le troisième niveau de lecture, c'est chercher l'information cachée derrière la propagande. Et c'est ce que je remarque souvent dans des reportages de chaînes mainstream en France, que je ne citerai pas. Il y a souvent des reportages, notamment où on fait intervenir des soldats ukrainiens qui s'expriment, et derrière, c'est une reprise de la communication ukrainienne, hein, de toute façon, en général, de manière in extenso littérale, et derrière, en fait, il y a une information cachée qui va à l'encontre, justement, de Ah, ce qui est cherché à être prouvé. Oui, écoutez, c'est très intéressant. alors, je ne sais pas si on a. Il y a eu une toute petite micro-coupure. Je sais ce que voulait dire Hervé. Il disait qu'on interviewait des soldats ukrainiens âgés. C'est-à-dire que il y a des mobilisations de Volkssturm, d'une certaine façon. On voit des gens. D'ailleurs, il y en a un qui donnait son âge. C'était 56 ans, je crois. Hein, c'est-à-dire que ça montrait le problème de recrutement de l'armée ukrainienne. Oui, il faut que les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup de victimes. On a caché cette chose-là en Europe. Puis un jour, Ursula von der Leyen l'a dit un peu maladroitement. Il y a des déclarations des plus hauts placés de l'armée des États-Unis qui disent qu'il y a énormément de victimes, il y en a beaucoup plus. Et il y a effectivement eu énormément de victimes, de sorte qu'on est obligé d'employer des vieux ou des jeunes et des gens pas formés. Il y a beaucoup d'émigration pour y échapper, il y a beaucoup de désertion. Alors, c'est toute une discussion, hein. Je ne dis pas que cette guerre a été bien menée et que Poutine a fait les choses comme il fallait. C'est toute une discussion sur qu'est-ce qu'il fallait faire dans cette situation. Mais on a effectivement, euh, on est dans une propagande. Dans le livre, on montre tout le temps des exemples. Depuis le début, on nous dit la Russie va perdre cette guerre, l'Ukraine va gagner et la Russie va s'effondrer. Et il y a toute une désinformation. On a repris des choses rigolotes dans le bouquin sur le fait que les Russes n'ont plus de missiles, n'ont plus d'armes, et même qu'ils vont se battre avec des pelles parce qu'ils n'ont plus des fusils. Donc, les gens doivent se rendre compte que, voilà, on est dans la propagande de guerre et qu'un des points, c'est, bien sûr, il faut entretenir le moral des troupes et de l'arrière, nous allons gagner. Et ça, c'est dangereux parce que, évidemment, l'Ukraine ne pouvait pas gagner cette guerre contre la Russie. Évidemment, dire qu'il faut continuer la guerre et envoyer des armes, ça veut dire continuer à tuer des gens. Donc, Exactement. ce point-là aussi doit être discuté. Il y a des experts militaires qui sont plus compétents que moi. Jacques Beau, par exemple, fait un travail très intéressant là-dessus. Il faut que les gens se rendent compte, c'est aussi une guerre qui sacrifie l'Ukraine, hein. C'est un pays, une génération détruite. Et économiquement, les gens, comment ils vont faire? Il faut savoir que à la suite du régime des oligarques, organisé et installé par l'Occident, après Maïdan en 2014, les Ukrainiens, ils sont payés 1 € de l'heure. En Roumanie ou en Bulgarie, c'est 3 à 4 euros. Là, c'est 1 €. Donc, il y a une émigration massive. On considère qu'il y a 5 millions d'hommes et femmes ukrainiennes qui travaillent à l'étranger en permanence ou temporairement. Vous avez des chauffeurs de camions sur nos autoroutes, là, tous ces camions qui polluent, qui apportent plein de trucs, etc., qui mettent la sécurité en danger, sont conduits par des gens avec un téléphone, un GPS, qui ne connaissent même pas la langue de l'endroit, qui sont parfois, vous avez des femmes de ces pays-là qui sont 6 semaines loin de leur famille parce qu'on a détruit leur économie et maintenant on les emploie comme une main-d'œuvre très intéressante. Vous avez dans le bouquin une déclaration scandaleuse de Bourlange, je crois, le chef de la commission parlementaire des affaires étrangères, qui dit on va avoir il dit ça au premier jour de la guerre, on va avoir une main-d'œuvre très bien formée dont on pourra tirer un grand profit. Donc, il faut que les gens se rendent compte que c'est une guerre du fric et que ça va avoir aussi un impact sur leurs conditions de travail et leurs conditions salariales ici. On va avoir des Ukrainiens et d'autres gens de pays bien formés qui vont travailler dans la construction,
dans le vignoble et l'alimentation, dans la restauration, dans les chantiers navals. On m'a dit que j'étais là pour une conférence et on m'a dit que déjà dans les années 2000, il y a eu 900 travailleurs ukrainiens qui étaient avec une firme de sous-traitance lituanienne qui étaient traités comme des chiens. Et évidemment, ils viennent pour détruire les conditions de travail que les gens d'ici ont obtenues. Donc, c'est très important de se rendre compte que cette guerre-là n'est pas seulement contre les Ukrainiens, contre les Russes, contre l'industrie allemande, mais aussi contre nos conditions de travail ici. Toute l'Europe va, je le lisais d'ailleurs dans une série de journaux du monde des affaires, du business des États-Unis, l'Europe risque une très grande catastrophe économique aggravée par cette guerre. Hervé, je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon. Est-ce que tu avais d'autres questions? Moi, Oui, avant de conclure, Michel, oui, ben vas-y, parce que moi, je oui, voudrais qu'on oui. parle un peu de Boutcha. Vous avez commencé à évoquer les perspectives de vos actions en matière de lutte contre la désinformation. Pouvez-vous nous en parler de manière plus précise? On organise des formations sur le système impérial, sur l'économie, sur comment parler de sujets compliqués autour de soi. Je serai donc à la fête de l'UMA au stand du Mouvement de la Paix dans le village du livre, samedi et dimanche. Il y a une équipe qui est là. Vous pouvez vous procurer nos livres. Vous pourrez aussi proposer des coups de main. On a fait un beau petit dépliant que je vous remettrai avec des codes QR, avec les adresses de contact. On a effectivement besoin de financement pour les journalistes et les chercheurs. On a plusieurs projets en préparation qui dépendent du soutien et on a besoin d'énormément de coups de main. Il faut se rendre compte que face à la machine de désinformation, même si Investigation compte à présent une douzaine de salariés, on n'arrivera jamais avec uniquement des salariés et les revenus qu'on a. Donc, il faut énormément de coups de main. Beaucoup de gens peuvent faire des choses, analyser des médias, établir des réseaux d'information, traduire, corriger, sous-titrer, nous relayer. C'est un peu ça le message que je veux lancer. On a besoin d'un mouvement citoyen pour l'information. L'info, c'est trop important. C'est la base de toute décision démocratique, c'est la base de toute décision électorale, c'est la base nécessaire pour reconstruire un mouvement pour la paix. Et donc, ça ne pourra se faire qu'avec la participation de centaines et de milliers de gens, chacun pour des petites choses, chacun selon ses talents et le temps qu'il a. C'est ça mon appel, effectivement. Je serai à l'UMA, mais vous pouvez contacter via le site, via Facebook, on est un peu sur tous les réseaux. Euh, Réagissez, commentez. Si vous avez des critiques et des objections, c'est très intéressant aussi. Ça, on doit tout vérifier et bien sûr qu'on n'est pas parfait dans notre travail. Et venez donner des coups de main, venez avec vos initiatives, vos suggestions. Je crois vraiment, je le redis, mais c'est vraiment pour moi central si on veut que nos enfants vivent dans un monde sans guerre, un jour, ça passe par la bataille de l'info. Comme disait Assange, les guerres sont déclenchées par des mensonges, ils peuvent donc être arrêtés par la vérité. C'est une très belle formule. Ben, je propose qu'on termine avec celle-ci et avec cette mention de Julian Assange. J'ai encore vu passer ce matin une information selon laquelle l'extradition criminelle serait imminente. Je note que la France a une fois de plus refusé de lui accorder le statut de réfugié politique. On se sera déshonoré de bout en bout. Merci, Monsieur Hollande. Merci, Monsieur Macron. Et ça, c'est un merci ironique, hein. Je vais remercier Michel, je vais remercier Hervé également. Merci infiniment, Michel, de nous avoir accordé cet entretien et du boulot que vous faites, hein. Sachant que je suis assez bien placé pour savoir, à ma modeste place, hein. Moi, c'est une initiative personnelle, je construis quelque chose. Euh, je vais dire que je suis assez content parce que, bon, moi, ma carrière est derrière moi, hein, je suis avocat honoraire maintenant, mais ça m'occupe et ça me passionne de continuer, parce que j'en ai mené pas mal dans ma vie, de continuer à mener ces combats, mais ça expose. Ça expose et c'est pas tous les jours facile. Donc voilà, il faut nous soutenir, il faut nous aider, puis il faut relayer ce qu'on raconte, cette réinformation qui est absolument indispensable. Voilà. Eh bien, merci de votre attention. Merci encore, Michel. Bonne fête de l'UMA. Hein, Et je sais,
c'est plus sur le site de ma jeunesse, c'est fini, ça. C'est plus au parc paysager de la Courneuve. Hein, je ne sais pas où c'est, mais de toute façon, je n'y vais plus. J'ai de lourds et graves désaccords avec Monsieur Fabien Roussel. Voilà. Bon, donc à très bientôt pour nos spectateurs fidèles. Au revoir. Merci. Salut.